Et je vais tout de suite lancer donc cette conférence sur la police et la démocratie, qui sont des choses, vous l'avez vu notamment depuis ce mois de juillet, quelque peu liées. Et l'actualité est là pour nous le rappeler. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, juste vous dire le mode opératoire sur comment je fonctionne d'habitude quand on fait des conférences comme celle-là. C'est que je fais en sorte que vous puissiez nourrir la discussion et le débat au fur et à mesure de la conférence. Donc vous avez Solène qui est là, qui travaille avec moi par ailleurs, et qui a des feuilles de papier si vous avez besoin, des stylos. Et donc je vous demanderai au fur et à mesure de la conférence de faire remonter, d'agiter vos papiers pour le faire remonter jusqu'à la table ici. On s'en chargera de les faire remonter pour que vous puissiez poser des questions, faire des remarques, dire vous n'avez pas parlé de ça, vous avez parlé trop de ci, qu'est-ce que ça veut dire ça, etc. Sachant qu'on va faire l'effort, n'est-ce pas, mesdames, de ne pas donner de sigles, ou en tout cas de les dire en toutes lettres avec les mots qui vont avec, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et de pas jargonner. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour interagir ensemble tout au long de cette conférence, qui nous permettra d'avoir les 1h30 pleines et entières sur le sujet. Est-ce que vous entendez bien tous? Il faut que je parle plus près. Est-ce qu'on peut monter le son? On va essayer de monter le son. Je sais qu'il y a un petit bouton derrière chacune des enceintes pour pouvoir faire le petit bouton. Peut-être que Raphaël pourra augmenter le niveau sonore sur chacune des enceintes. On va régler ça au fur et à mesure, parce que je sais que le vent, du coup, emporte le son. Voilà. Oui. Autant on emporte le vent, certains diraient, évidemment. La police et la démocratie. Vous savez que depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. On a beaucoup produit, y compris de manière programmatique, alors que bien souvent, les thématiques de police, de justice, tout ce qui est sécuritaire, autorité, régalien, c'est souvent dit comme étant le domaine réservé de la droite, voire de l'extrême droite. Vous savez qu'avec nous, il n'en est cure, et que nous avons à cœur de traiter ces sujets de sorte à ce qu'ils soient, j'allais dire dans l'arc républicain, mais non, parce que c'est pas de ça dont on va parler, pas directement, mais en tout cas qu'ils soient raccord avec les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, ainsi qu'avec les grands principes démocratiques, la séparation des pouvoirs notamment, et l'état de droit. Et que nous avons produit énormément politiquement sur le sujet, alors même que nos adversaires politiques, les macronistes principalement, Gérald Darmanin à l'heure actuelle, mais souvenez-vous, Gérard Collomb, peut-être certains l'ont oublié, c'est pas très grave. D'autres auront souvenir peut-être de Christophe Castaner, à qui on fait coucou. Voilà, ça commence bien. Ils sont comme ça ici. Hein. Quelle indignité. Voilà. Donc, Christophe Castaner, qui, je vous le rappelle, a quitté le gouvernement après avoir réclamé une tolérance zéro sur les questions de racisme dans la police. Je pointe ça à ce moment du débat pour lancer le débat, mais ce n'est pas complètement étranger de la situation. Et maintenant, Gérald Darmanin, qui, vous l'avez vu, au gré des mouvements sociaux, a utilisé la police pour préserver les intérêts, non pas des Françaises et des Français, non pas les intérêts même du pays, mais les intérêts de leur gouvernement, leurs intérêts politiques particuliers, en réprimant durement. Mais c'est aussi un malaise très fort dans la police, qui a été visible à plusieurs reprises. Si je vous fais brosse le tableau très rapidement sous la Macronie, vous avez dès le début du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron des manifestations de policiers en dehors du cadre syndical, les policiers en colère, qui pointaient les problèmes de souffrance au travail au sein de la police nationale, et notamment la question du suicide au sein de la police nationale. Vous avez eu ensuite une manifestation, je fais un bond de 2 ans directement, mais la fameuse manifestation devant l'Assemblée nationale de l'ensemble des organisations syndicales, d'abord soi-disant pour rendre hommage à un de leurs collègues qui avait été tué, assassiné par un trafiquant dans un quartier, et puis très vite pour faire en fait une mise en cause en bonne et due forme de la justice et en fait en réalité de la séparation des pouvoirs, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de ce qu'elle implique derrière en termes de droits et surtout d'obligations aussi pour les fonctionnaires de police. Donc on est dans ce moment où la police joue un rôle particulier dans le gouvernement, dans la Macronie et dans le pays. Et puis là, le dernier épisode, je passe très en accéléré évidemment pour qu'on puisse lancer le débat.
avec cette sortie, on va dire ça comme ça, du directeur général de la police nationale réclamant un droit spécifique pour les policiers, c'est-à-dire, je le cite très clairement directement, que lorsqu'un policier est mis en cause dans le cadre de ses fonctions, qu'il ne puisse jamais, à aucun moment, être placé en détention provisoire pendant la durée de l'enquête. Voilà la revendication qui est maintenant sur la table. Interview qui, semble-t-il, avait été coordonnée et cadrée avec Gérald Darmanin lui-même, dans le dos de Macron, mais bon, ça, à la limite, c'est pas notre problème, et que, à la fin, on finit par avoir cette ambiance assez problématique dans le pays, où un certain nombre de policières et de policiers, d'organisations syndicales, finissent par défendre quelqu'un qui, bien qu'il y ait présomption d'innocence, vu que les PV fuitent dans la presse assez régulièrement, et là c'est le cas aussi pour cette affaire, finalement défendent un de leurs collègues qui a tabassé un jeune dans une ruelle parce qu'il portait un sweat à capuche, les suites à capuche étant criminogènes par nature, surtout quand il fait une chaleur comme celle-là. Évidemment. J'avais d'ailleurs pointé moi-même avec mes collègues les suites à capuche dans le cadre des débats sur les Jeux Olympiques, sur la vidéosurveillance algorithmique, puisque vous savez que la vidéosurveillance avec l'intelligence artificielle sera utilisée dans le cadre des Jeux Olympiques et même dès la Coupe du Monde 2023 de rugby. Et nous avions pointé la question de est-ce que les suites à capuche allaient être particulièrement suivies par ces caméras comme étant problématiques. Et donc vous retrouvez le verbatim et vous voyez bien que ça fait écho à la situation dans laquelle on se trouve. Et en même temps, il y a des choses qui sont moins visibles et néanmoins déterminantes pour la suite de l'histoire et de l'histoire du ministère de l'Intérieur, de son fonctionnement et surtout de la police nationale. Il y a eu de conduit une réforme qui est en cours d'ailleurs, mais qui a suivi aussi un nouveau cap au 1er juillet avec des décrets qui ont été publiés, une réforme de la départementalisation de la police nationale. De sorte à ce que on va faire en sorte que tous les services soient regroupés sous un même directeur départemental de la police nationale. Attends, je vais préciser. Je me fais déjà engueuler, hein, vous avez vu. Non, je ne refuserai pas d'obtempérer, Madame Nodin, je refuse. Pas tout de suite. Donc, de la police nationale et tout regrouper tous les services, y compris les services de police judiciaire. De sorte que la question s'est posée, qui était le chef à ce moment-là? C'est évidemment l'autorité préfectorale. L'objectif est de s'aligner avec l'autorité préfectorale. Et nous avions dénoncé le fait que la police judiciaire allait donc être plus directement, parce qu'elle l'est déjà en partie, on ne va pas se mentir, mais plus directement au service de l'autorité préfectorale et surtout dans un objectif beaucoup plus court-termiste qui est celui de l'ordre public. C'est comme ça qu'ils expliquent les choses. Et d'ailleurs, on a eu le cas pendant les révoltes, justement suite à la mort de Naël, où des effectifs dédiés uniquement à la police judiciaire ont été mobilisés sur le terrain. Je pense notamment les brigades recherche et intervention. J'ai dit que je ne disais pas de sigle. Charge à vous pour retrouver ce que... Non, BRI, vous connaissez peut-être mieux finalement. Donc les BRI ont été mobilisés, par exemple, dans le cadre d'un protocole exceptionnel, parce que normalement, elles ne sont censées être utilisées que dans le cadre de procédures judiciaires et uniquement judiciaires. Donc on est dans ce moment particulier où il y a eu justement une mobilisation des policiers, de la police judiciaire, pour préserver leur capacité à faire valoir quoi? La séparation des pouvoirs et le principe de sûreté, c'est-à-dire qu'on puisse suivre une procédure pénale particulière, puisque ce n'est pas les policiers qui font la loi eux-mêmes, il y a un magistrat qui est là, il me semble, hein, il y a des magistrats qui sont là pour contrôler l'activité de la police, mais aussi pour diriger les enquêtes, et ce n'est pas le chef policier qui dirige l'enquête, et donc pas non plus le préfet, puisqu'en plus ça pourrait porter quelques problématiques de remontée d'informations. Vous savez que je me suis beaucoup penché sur les remontées d'informations côté justice, dans le cadre de la commission d'enquête sur l'indépendance, des obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais en réalité les plus problématiques sont au sein du ministère de l'Intérieur, où il n'y a aucun cadre, aucune règle, et j'ai vu plusieurs fois grogner Éric Dupond-Moretti, alors très souvent effectivement en toute matière, mais particulièrement pour ce qui concernait les remontées d'informations, puisque son collègue Gérald Darmanin était au courant avant lui d'un certain nombre de choses, ce qui se passait dans le pays. J'imagine que ça ne doit pas être très agréable. Et là, regardez ce qui vient de se passer à Nîmes, la fusillade et cet enfant qui est mort d'une balle d'une balle perdue, comme on dit. Et je présente mes condoléances d'ailleurs à la famille et à ses proches.
personne ne devrait mourir de la sorte, en aucun cas. Et qui intervient le premier? Ce n'est pas le ministre de la Justice responsable de la politique pénale de ce pays, c'est Gérald Darmanin qui garantit qu'il n'y aura pas d'impunité, etc. Alors qu'il me semble, encore une fois, qu'il y a une enquête ouverte avec un magistrat qui, lui, dirige les investigations. Et qu'en voit-il sur place? Des CRS, alors que le problème est sans doute un problème d'enquête judiciaire, justement. Bon. Ok, je vous ai brossé le tableau. Après, moi, je vais laisser parler nos deux intervenantes que je suis content d'accueillir aujourd'hui à nos amphis 2023. D'abord Agnès Naudin, qui est capitaine de police, qui est membre du syndicat de la... Ah oui, plus maintenant. Bon, qui était très membre du syndicat de la FSU... Eh bien, mais ça, tu expliqueras, je te débrouille, Agnès. Donc, à la FSU intérieure, que vous avez peut-être vu passer d'ailleurs pendant ce mois de juillet, qui ont une communication un peu différente de celle d'Alliance Police Nationale, comme chacun aura peut-être pu le remarquer. Et surtout, Agnès a été co-auteur avec Fabien Billerand d'un livre qui s'appelle « Police, la loi de l'omerta », qui raconte le parcours de 6 lanceurs d'alerte au sein de la police sur le malaise policier, puisqu'il y a quand même des policières et des policiers qui essayent de faire leur travail consciencieusement en fonction des principes républicains et qui se retrouvent confrontés à une hiérarchie qui finalement préfère faire valoir d'autres profils sans doute plus brutaux et plus allants sur la politique du chiffre. Voilà pour Agnès, qui est à ma droite, et à ma gauche, Sarah Pibaro, qui est membre du syndicat de la magistrature, du secrétariat national, secrétaire national du syndicat de la magistrature. Elle est aussi trésorière, mais ça n'a pas grande importance pour le débat d'aujourd'hui. Tes dernières fonctions, c'était juge des enfants, exactement, et elle est un peu la spécialiste, par la force des choses, des questions de police pour le syndicat de la magistrature. Et d'ailleurs, on a eu le plaisir d'être ensemble aux côtés de l'Association nationale de la police judiciaire, au plus fort de leur mobilisation pour alerter Gérald Darmanin et les pouvoirs publics sur les dangers de la réforme, de la départementalisation de la police nationale dont je vous évoquais tout à l'heure. Et si vous voulez creuser, il y a un excellent rapport qui a été commis par un certain Hugo Bernalici à l'Assemblée nationale sur le sujet. Alors malheureusement, j'ai dû le faire avec une macroniste, bon c'est comme ça, mais il y a des passages qui sont de moi, donc normalement ça devrait aller dans la bonne direction. Mais il y a quand même des passages communs, ce qui est quand même assez cocasse dans ce genre de moments, parce qu'eux-mêmes, confrontés au sujet, finissent par admettre qu'il y a un sujet, bien évidemment. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va laisser Sarah prendre la parole en premier pour un petit propos liminaire sur l'analyse qu'elle fait de la situation et peut-être évoquer des pistes de ce qui conviendrait de changer. Et puis Agnès prendra le relais derrière et je vous invite du coup à me faire remonter au fur et à mesure sur un bout de papier vos remarques, vos questions, ce que vous voulez pour nourrir. Et moi-même, je ferai en sorte de leur couper la parole très régulièrement, comme il est d'habitude de le faire pour nourrir le débat. Donc je te laisse la parole, Sarah. Je me lève. Bonjour à toutes et à tous. Comme Hugo l'a dit juste avant, j'étais juge des enfants à Toulouse, mais auparavant j'étais magistrate du parquet, substitut du procureur de la République. Non mais je le dis parce que c'est aussi ce qui fait que j'ai une connaissance en interne des relations entre la justice par le biais du procureur de la République et la police. Et c'est ce qui fait aussi que je vais prendre la parole debout comme un magistrat du parquet. Bon, c'est un vaste sujet, hein, la police à l'épreuve de la démocratie. Moi, je voulais pas me concentrer sur les faits d'actualité, même si évidemment on peut y revenir et qui sont des symptômes des dysfonctionnements structurels. Mais du coup, j'ai voulu apporter quelques éléments sur en fait, le contrôle de la police par la justice. Il y a aussi la direction de la police par la justice et sur le fait que et le contrôle et la direction sont insuffisants, ineffectifs, en tout cas qu'il y a un certain nombre de difficultés.
Et pour moi, il y a deux axes importants. Il y a l'axe institutionnel, l'axe des relations normales en fait, entre la justice et la police, puisqu'on travaille ensemble au quotidien, et l'axe du contrôle de la police par la justice sur le biais des dérives de la police, donc notamment des violences policières, donc, où la justice va venir contrôler ce qu'il y a d'anormal dans l'action de la police. Par rapport aux relations institutionnelles entre la police et la justice, pour essayer d'être assez schématique, et n'hésitez pas à poser des questions effectivement si les choses ne sont pas claires pour vous, mais le procureur de la République, il est en charge de l'action publique et il est en charge de la direction des enquêtes pénales quand une infraction est commise. Et en fait, il y a un déséquilibre de fait par rapport au rôle du procureur de la République et ce qui se passe concrètement dans les faits, puisque normalement, c'est le procureur de la République qui décide de la politique pénale, qui va dire sur mon ressort, ma priorité, enfin qui décline en tout cas la politique pénale nationale, il va dire sur mon ressort, la priorité, c'est les violences conjugales. Il pourrait dire aussi sur mon ressort, la priorité, c'est les infractions économiques et financières, par exemple. La difficulté, c'est que le procureur va se confronter à la hiérarchie policière et que les policiers enquêteurs, même ceux qui veulent parfaitement faire leur travail, ils sont confrontés d'une part à ce que leur demande le procureur et d'autre part à ce que leur demande leur hiérarchie. Et la hiérarchie, bien sûr, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur, est complètement prise par la politique du chiffre. Et vous n'êtes pas sans savoir que interpeller un jeune qui fait le guet en bas d'un immeuble pour du trafic de stupéfiants, ça fait une interpellation, une garde à vue, une convocation devant le tribunal ou en tout cas une réponse judiciaire pour un fait élucidé. Ça fait beaucoup de bâtons, ça prend pas beaucoup de temps, c'est très facile. Alors que par contre, enquêter des mois, même sur le trafic de stupéfiants, enquêter des mois, faire une enquête extrêmement approfondie pour remonter ceux qui sont en haut du trafic de stupéfiants, en concret, en rentabilité immédiate, ça va être beaucoup moins efficace. Alors évidemment, si je reprends l'exemple des infractions économiques et financières, on comprend bien en quoi c'est beaucoup moins rentable. Donc il y a cette politique du chiffre et en parallèle, en regard de cette politique du chiffre, il y a l'affectation des effectifs de police. Le procureur, il a beau dire moi ma priorité ça va être telle infraction, en fait c'est pas lui qui va décider dans quel service on met les effectifs de police. Le ministère de l'Intérieur a un budget énorme, plus élevé que jamais. 15 milliards sur le quinquennat, oui. Qui a un budget extrêmement important. Mais ce budget-là, il ne va pas demain être dédié principalement à des enquêteurs spécialisés et du coup la réforme de la police judiciaire dont vous a parlé Hugo, ça va tout à fait dans ce mouvement-là. C'est des budgets qui vont pour faire de la voie publique, pour qu'il y ait des policiers dans les rues et pour qu'on traite de la petite délinquance de voie publique. Et donc en fait, le procureur face à ça, très concrètement, il ne peut pas grand-chose. J'allais dire il ne peut rien, en tout cas il ne peut pas grand-chose. Ça c'est sur le volet politique pénale où en fait on voit que les règles ne s'appliquent pas et qu'il y a un réel déséquilibre et que le procureur lui-même va être dépendant des décisions du ministère de l'Intérieur, du directeur départemental de la police nationale. Sur la direction d'enquête, on observe quelque chose d'assez similaire, puisque le procureur, alors quand je dis le procureur, c'est le parquet, c'est tous les magistrats, quand on est substitut du procureur, ça marche aussi, c'est lui qui contrôle la garde à vue, c'est lui qui dit qu'est-ce qui se passe à la fin de la garde à vue, c'est lui qui dirige les actes d'enquête. Sauf que dans la réalité, parce qu'on devient aussi des gestionnaires de flux, on délègue beaucoup de ce pouvoir-là aux policiers. C'est les policiers qui nous rendent compte par téléphone, on prend des décisions sur ce que nous disent les policiers au téléphone. Alors évidemment, il y a des enquêtes où on relit les PV, etc., mais la plupart des enquêtes, ce n'est pas le cas. Donc il y a une relation de confiance aussi qui se crée avec les enquêteurs, mais ça illustre le fait qu'on délègue vraiment cette direction d'enquête. On ne voit plus les garder à vue, parce que la loi nous permet de ne pas les voir. Tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de au téléphone, c'est-à-dire, c'est quoi ? Moi, j'ai entendu parler du TTR. Alors très concrètement, le TTR, c'est le traitement en temps réel. Quand on est substitut ou vice-procureur de permanence, on a un casque téléphonique, on est un réel opérateur téléphonique, on a un casque téléphonique sur la tête et on est appelé en permanence par des policiers. Alors aussi, oui, quand je dis police, c'est aussi gendarmerie, en tout cas pour la plupart des sujets, par des policiers ou des gendarmes qui nous rendent compte des gardes à vue en cours et on prend appel après appel et on répond à leurs questions, à leurs demandes, etc. Dans les très gros parquets,
les parquetiers n'ont même pas connaissance de toutes les gardes à vue en cours, alors qu'ils sont censés en contrôler la légalité. Donc c'est vraiment une dégradation de la manière d'être procureur de la République. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant ça fait un moment que c'est mis en place de cette manière-là. Voilà pour répondre à ta question. Simplement encore un mot sur les rapports institutionnels, mais je ne vais pas en parler beaucoup. C'est le fait que il y a une sorte de confusion des places aussi, et que le procureur parfois joue un peu au super flic, que le procureur il est invité en salle de commandement quand il y a des grosses manifestations, quand il y a des gros événements, et qu'en fait le procureur se retrouve mêlé à l'ordre public, là où en fait il devrait être en charge seulement de l'action publique. C'est pas sans lien avec la judiciarisation de l'ordre public, voilà, la répression des mouvements sociaux, tout ce qu'a un petit peu évoqué Hugo tout à l'heure. Par rapport à ça, nous on a des propositions, simplement pour dire pardon quand même que on n'a pas zéro pouvoir sur la police, malgré tout, et ce sont les procureurs généraux qui décident de l'habilitation et du retrait de l'habilitation des OPJ, donc des officiers de police judiciaire, qui sont nécessaires pour effectuer un certain nombre d'actes d'enquête, et aussi qui sont en charge de la notation des officiers de police judiciaire. Mais ce pouvoir, en fait, est réduit bien souvent à une formalité administrative, et on ne se sert pas de ce pouvoir-là comme on pourrait s'en servir. Genre le procureur général, il regarde chaque officier de police judiciaire, chaque notation de tous les policiers de son ressort, ou c'est plutôt un bureau qui fait ça dans un coin et de manière semi-automatisée? Dans les faits, ça va dépendre des parquets. Moi, j'ai été dans un parquet où le procureur nous demandait notre avis sur les OPJ. On pouvait faire remonter, en tout cas, s'il y avait des difficultés, et lui-même les faisait remonter au parquet général. Mais ce n'est pas forcément le cas de partout. Et est-ce que derrière, il y avait des conséquences côté police, du coup? Aucune idée. Aucune idée ou aucune? Bah, nous, en tout cas, on n'avait aucun retour et on n'a jamais vu aucune conséquence. Ah, voilà. Okay. Merci. Merci, Sarah. Par rapport à tout ça, et ça rejoint aussi le sujet de la départementalisation de la police judiciaire, nous, on demande en fait que la police judiciaire, mais dans son ensemble, hein, pas que les services de police judiciaire, donc quand je dis la police judiciaire, là, c'est pour dire la filière investigation, tous les enquêteurs, on demande qu'ils soient rattachés au ministère de la Justice, et que ça ne soit pas... qui ne soit pas sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, ce qui permettrait de résoudre un certain nombre des problématiques que j'ai évoquées. Mais bien sûr, l'autre revendication importante qu'on a, c'est l'indépendance du parquet, parce que chez nous aussi, on a des problèmes effectivement de remontée d'informations et de dépendance de l'exécutif, et qu'une réelle indépendance du parquet permettrait aussi d'avancer de manière positive sur ces sujets-là. Merci, bah, c'est comme tu veux, Sarah. Et juste, mais c'est peut-être, je veux pas être trop longue pour ce propos introductif. Le deuxième axe, c'était sur le contrôle des dérives dans l'action de la police. Un mot des contrôles d'identité au faciès, des discriminations. Pour vous dire on peut à tout le moins intervenir en prononçant la nullité des procès-verbaux quand les contrôles d'identité n'ont pas de base légale, mais bien souvent les procès-verbaux font apparaître une base légale. Après, est-ce qu'elle correspond à la réalité ou pas, c'est une autre question. Là-dessus, je voudrais même vous dire qu'on est plutôt complice en fait de ces contrôles d'identité au faciès, puisque les procureurs prennent de manière très très large des réquisitions qui autorisent les contrôles d'identité sur le fondement de 2 articles du Code de procédure pénale, et qui les autorisent sans qu'il y ait de soupçon de commission d'une infraction. Et il y a de nombreuses études qui documentent, le défenseur des droits le rappelle régulièrement, qui documentent le fait que c'est dans le cadre de ces contrôles d'identité-là, donc pas quand on voit que quelqu'un est en train de commettre un vol, qu'on voit que quelqu'un est en train de commettre une infraction, mais simplement les contrôles d'identité où les policiers, sur une zone déterminée, peuvent contrôler tout un chacun. Bah évidemment, c'est dans le cadre de ces contrôles-là qu'il y a les contrôles les plus discriminatoires, puisque c'est à la tête du client. Donc là, on est complètement complice, et nous, on essaye d'attirer l'attention de nos collègues sur le fait que ces réquisitions-là, extrêmement larges sur les lieux et la durée, sont extrêmement problématiques. L'autre volet, enfin, c'est les violences policières. Peut-être qu'on y reviendra sûrement au cours du débat, mais
là aussi, la justice a beaucoup de travail à faire pour s'améliorer. On est trop peu saisi des violences policières, trop peu saisi parce que pour une victime de violence policière, c'est extrêmement compliqué de déposer plainte, bien entendu. Trop peu saisi aussi parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont, même qui ont été témoins, qui vont les dénoncer. Et le parquet, le procureur peut se saisir d'office et le fait extrêmement rarement. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on a pu interpeller la procureure de police, voilà, bravo. La procureure de Paris, on l'a interpellée fin mars suite aux très nombreuses interpellations qu'il y a eu dans le cadre des manifestations. Et surtout, elle a dit quoi? Je me souviens ce qu'elle a dit. Et surtout de toutes les vidéos qui tournaient et où on voyait des violences policières, on l'a interpellée pour lui demander pourquoi vous ne vous saisissez pas d'office sur toutes ces vidéos. Alors évidemment, ça va nécessiter une enquête. On ne dit pas que ça va se résoudre, mais en tout cas, on peut partir de ces vidéos pour mener des enquêtes sur violences policières. Et elle a répondu que c'était trop compliqué et pas le temps et qu'il fallait que chacun... Elle a répondu qu'il y avait une section dédiée aux violences policières au parquet de Paris et qu'il faisait du mieux qu'il pouvait. Voilà. Et qu'il fallait déposer plainte parce que sinon, il ne s'en sortirait pas. En tout cas, là-dessus, il y a une réelle problématique sur notre saisine et il y a aussi une réelle problématique sur quels services d'enquête on saisit, puisque bien souvent, c'est le commissariat local, donc c'est les collègues du policier mis en cause qui vont faire l'enquête contre leurs propres collègues. Et bien souvent, c'est des enquêtes qui ne sont globalement pas faites ou très peu faites, évidemment. Très bien faite, selon Agnès. Ils sont tous d'accord, ils se mettent tous d'accord, ils écrivent tous la même chose. C'est carré. On a quand même des enquêtes où le policier mis en cause n'est même pas entendu en tant que mis en cause, puisqu'il a été entendu en tant que victime des outrages ou rébellions de celui qui se plaint des violences policières, donc il n'a pas besoin d'être réentendu en tant que mis en cause. Donc, on peut quand même... Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, de fait, les 10% d'enquêtes qui sont confiées à l'IGPN ou à l'IGGN sont un peu mieux traitées, même si nous, on estime que c'est très insatisfaisant, puisque on estime qu'il faudrait un organe indépendant, extérieur au ministère de l'Intérieur, pour enquêter sur les faits commis par les policiers. Ça existe par exemple au Royaume-Uni, c'est pas une lubie de le demander. Et autre volet, parce qu'on critique ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, mais aussi chez nous. Nous, on a la possibilité, les procureurs généraux ont la possibilité de dépayser les enquêtes, donc de faire que l'enquête n'est pas traitée par le procureur local, mais par le procureur d'à côté qui va travailler quand même moins directement avec les policiers concernés, et c'est quand même assez rare qu'il y ait des décisions de dépaysement. Donc comme l'institution ne joue pas le jeu, nous on demande que ce soit obligatoire, que ce soit des dépaysements systématiques. Voilà pour... Dépaysement, concrètement, c'est un autre tribunal qui... C'est un autre tribunal qui dirige l'enquête. Mais du coup, d'autres enquêteurs aussi. De toute façon, il faudrait que ce soit d'abord d'autres enquêteurs et en plus un autre parquet, d'autres juges, pas des gens qui sont habitués à travailler avec les policiers mis en cause. Et bon, tous les chiffres, vous les connaissez certainement, tous les chiffres démontrent que d'une part on est très peu saisi, mais qu'il y a quand même très peu de condamnations. Ce qui s'est passé cet été, 2 policiers en moins d'1 mois placés en détention provisoire pour des faits de violence ou d'homicide. C'est extrêmement rare en fait. Et donc quand on voit la réaction des policiers, c'est assez effroyable. Mais en tout cas, voilà, ça n'arrive quasiment jamais que des policiers soient... Ça arrive, mais c'est très rare que des policiers soient placés en détention provisoire. Et alors je dis pas, moi je suis pas là pour promouvoir la détention provisoire, loin de moi cette idée. Mais en tout cas, c'est quand même symptomatique du fait que c'est des enquêtes qu'on n'arrive pas à mener de manière égalitaire par rapport aux autres enquêtes. Merci Sarah pour ce premier propos. Et je laisse la parole à Agnès. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour la faire courte, moi j'ai été capitaine de police pendant 12-13 ans. Je suis rentrée en 2010, j'ai fait un petit parcours à la police aux frontières, ensuite en brigade des mineurs, et après je suis sortie pendant 2 ans et demi, j'ai été mise en disponibilité, enfin je me suis mise en disponibilité toute seule, et j'ai écrit des livres, et ensuite je suis revenue à l'intérieur de la police, et effectivement j'ai été ces derniers mois, années, porte-parole dans une grosse fédération, la FSU, mais effectivement les policiers étaient sous-représentés. Donc voilà, on a essayé de travailler à ça, ça n'a pas été évident. Et voilà, et j'ai été révoquée donc par Monsieur Darmanin début août. Donc voilà, bon, c'est en cours.
Enfin non, c'est pas en cours, c'est fait, mais voilà, après, c'est toujours pareil, on reçoit un arrêté et puis on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, Est-ce que tu as commis des violences policières? Non, pour violation du secret professionnel, dans le cadre du premier livre que j'ai écrit en 2018. Voilà, pour la faire très courte, et puis c'est pas l'objet de la discussion. La question qui est posée ici, c'est de savoir si c'est la démocratie à l'épreuve de la police ou la police à l'épreuve de la démocratie, on ne sait pas trop. Quel que soit le bout par lequel on le prend, je vous le dis, c'est la police qui a gagné. C'est clair. Et ça, on pourra vous dire tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de démocratie, enfin il y en a déjà peu, on va dire dans toutes les instances. Je pense que dans la police, encore moins. Et ce n'est pas le fait des policiers, je pense que c'est le fait des institutions, et donc si on relève plus haut, du fait de l'État. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que... C'est important de le comprendre parce que dans le débat et dans les médias, je ne citerai pas de nom, on ira toujours chercher la responsabilité individuelle du policier qui a commis et non pas la responsabilité collective de l'institution police nationale et derrière, donc, de l'État, on va dire de l'État français. Parce qu'il y a le gouvernement, mais il y a aussi, je veux dire, tous les détracteurs, l'opposition, les extrêmes et les machins. Tout le monde est dans le même bateau et on sert la même sauce parce que ce qu'on ne veut pas régler, c'est la responsabilité collective. Donc si je reprends, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé ça, je vais expliquer, en essayant de reprendre par le début, à quel moment on a plus de démocratie. Et ça, c'est quelque chose qui est très dans les détails. Et il paraît que le diable se cache dans les détails. Et donc, pour moi, ça commence au niveau institutionnel par un truc qui est très simple, parce qu'on va revenir à quelque chose qui est élémentaire, c'est la préservation de l'intérêt individuel. C'est humain, que vous soyez dans le privé, dans le public, dans vos familles, où que vous soyez, la préservation de l'intérêt individuel. Quand on est un policier, l'intérêt individuel, ça veut dire une mutation, ça veut dire une prime, ça veut dire ne pas être sanctionné, ça veut dire ne pas être pamani, ça veut dire tout ça. Donc, et ça, c'est valable aussi pour les magistrats, c'est valable pour tout le monde. Donc, il faut le prendre de manière très globale. Donc, si on veut que les institutions changent, il faut déjà commencer par changer tous les individus. Ça ne changera pas, sinon. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, préservation de l'intérêt individuel, bien évidemment, le système fait tout ce qu'il peut pour laisser les individus dans cette emprise-là. Et le système, ça veut dire le système de notation. Ça veut dire que si pour pouvoir être muté ou avoir des primes, il faut être bien noté, et comme c'est très en vertical chez nous, chez les magistrats aussi, ça veut dire qu'il va falloir faire plaisir au chef. Alors N+1, N+2, enfin peu importe le nombre qu'il y en a, voilà, il faut faire plaisir au moins à celui qui est au-dessus et celui qui note. Il faut être aussi syndiqué, non? Aussi. Ça peut aider, mais généralement, eux, ils ont les passe-droits, donc noter, pas noter, de toute façon, après, c'est la popote en interne, ce qu'on appelle de la cogestion. Comment c'est possible? Non, mais je reviendrai après là-dessus. Ça, c'est le collectif. On est à l'individuel, là, je suis sur la base. Donc, il y a ça. Et effectivement, des notations découlent toute la carrière du fonctionnaire. Donc, sa carrière, sa vie de famille, tout ce qui va autour. Une fois qu'on a compris ça, et que le policier, donc fort de toute son envie de vouloir sauver la veuve et l'orphelin, rentre en école de police, là, de manière complètement insidieuse, et bien évidemment, souvent de manière pas consciente, en fait, on va lui expliquer que lui, ce qui va servir, c'est les intérêts du chiffre, les intérêts du chiffre, du chef et compagnie, et que on lui dit pas, s'il le fait pas, il se passera ça. Ça, on n'en parle jamais. On dit simplement que voilà, on est en ordre vertical, et d'ailleurs, la première chose qu'on nous apprend en école de police, comme chez les militaires, c'est à marcher au pas. Et ça, et le corps, du coup, se met aussi là-dedans. Le je marche au pas. Agnès, au moins, vas-y, puisque j'ai eu la privilège, la chance, l'honneur d'être 2 mois en école de police quand j'étais attaché d'administration. J'ai fait mon stage là-bas dans les services administratifs de l'école de police de Roubaix. Et un des policiers m'avait dit Hugo, tu connais le proverbe ici, dans l'école de police? Je dis non. Il dit réfléchir, c'est commencer à désobéir. Et il y en a un deuxième, c'est que la meilleure arme du policier, c'est son stylo. Et donc là, et ça, je l'ai entendu en école d'officier. Quand on me disait la meilleure arme du policier, c'est son stylo, je ne comprenais pas, moi. Bon, et c'est après, une fois qu'on est dans les services d'enquête et qu'on se retrouve à devoir écrire les PV, parce que toutes les procédures judiciaires qui arrivent chez les magistrats, elles partent de nous. Et donc, c'est là que la meilleure arme du policier, c'est son stylo. Parce que même s'il a une arme qui fait une erreur ou qui a une bavure, si derrière, il sait écrire, eh ben, il n'y aura pas de problème.
Voilà. Donc, sur l'intérêt individuel... Une question là-dessus, si je t'embête. Comment on peut faire ça pour éviter que les policiers puissent mettre n'importe quoi sur un procès-verbal? Est-ce qu'il y a changer les individus, comme tu le disais, ou c'est un ensemble ou... C'est beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a au niveau individuel, à partir du moment où... parce que si un policier il fait un faux PV, vous pouvez être sûr que le chef qui est au-dessus, il est au courant. Parce qu'ils vont tous faire en fait des faux PV pour se couvrir. C'est un peu le but du jeu. Donc si le chef est au courant et que le chef, c'est lui qui note, forcément ça pose problème. Si on change et qu'on met une notation à 360, et que le policier, surtout les intermédiaires, parce que celui qui est en bas, forcément comme il est en bas, il n'aura personne en dessous de lui pour le noter, mais moi je souhaite ardemment que les officiers et les commissaires soient notés aussi par leurs subalternes. Pourquoi ? Parce que s'ils sont notés par ceux qui sont censés manager, déjà ils oseront parler, parce que forcément leur notation dépendra aussi de ceux qui sont en dessous. Et donc là, ça change tout. Ça change tout, mais parce que forcément, le comportement devient différent. Parce que quand il faudra aller défendre les gardiens de la paix, parce que le commissaire a fait ci, le commissaire a dit ça, parce qu'on n'a pas de moyens, parce que ceci ou parce que cela, il fera attention en fait aux deux. Et donc il change son comportement. Et si on change les comportements, après, c'est quelque chose qui se... C'est une conséquence qui se diffuse en fait naturellement sans qu'il y ait besoin de rien. Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue de ça. Donc déjà, commencer par ça, sortir effectivement ce phénomène d'emprise qui est en verticale. Et de toute façon, ils tiennent tout le monde que par ça. Au niveau collectif, on a les syndicats et on a la politique du chiffre. Donc, la politique du chiffre, ça, tout le monde y contribue. Tout le monde est manipulé, vous en premier, tout simplement parce que la violence sur la voie publique, elle est constatée forcément par nous. Donc en gros, je vous dis, on en fait ce qu'on veut, on lui fait dire ce qu'on veut, et ça c'est quand ça part de la base, mais bien évidemment, ce qui est valable, c'est aussi quand ça part d'en haut. C'est-à-dire que quand on a un gouvernement ou l'État français qui dit voilà, sur telle période ou tel endroit, et donc la politique pénale en plus va en découler, bien évidemment, il y a trop de cambriolage, donc il faut qu'on mette plein de figues là-dessus, ou alors les stupéfiants, enfin généralement on a droit à ou les stupéfiants ou les cambriolages. Qui est-ce qu'on sert en définitive ? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été cambriolé, je laisse les trafics de stupes de côté, mais sur les cambriolages, bien évidemment, généralement, quand on porte plainte, c'est uniquement pour une chose, c'est les assurances. Voilà. Et les assurances, alors eux, on ne les voit jamais, mais en réalité, plus il y a de cambriolages qui sont constatés sur une commune, plus les redevances, ou je ne sais plus quel est le nom qu'on utilise pour ça, les cotisations, voilà, les cotisations d'assurance sont élevées. Donc en réalité, ça, c'est ce qui permet, encore une fois, de payer, en gros, de vous piquer votre pognon. C'est-à-dire qu'on vous met en retraite plus tard. L'idée générale qu'il faut que vous compreniez, c'est la paupérisation de la population. Et la police, elle contribue aussi à ça, par les chiffres qu'elle va amener. Alors d'un côté, il y a les assurances, et puis de l'autre côté, il y a un énorme lobby qui est celui effectivement de la vidéosurveillance, du tout connecté, du fichage en masse. Et parce que là, ça sert les intérêts des grosses entreprises et des multinationales. Et donc, on a des lobbyistes qui vont aller voir le gouvernement en leur disant « ce serait bien de faire monter un peu le truc ici », et ça redescend, ils s'en mettent plein les fouilles, sachant que la vidéosurveillance, elle ne fonctionne jamais. Jamais. Le nombre d'enquêtes que j'ai pu faire où c'est elle n'était pas, alors soit je sais pas, dans les manifestations, le gros truc c'est oh là là, la caméra tout d'un coup on ne sait pas pourquoi elle est montée, elle était au ciel. Voilà, mais ça on l'a vu, c'est-à-dire que moi j'ai entendu des gens me dire en état-major dans les manifestations où on enlevait les caméras, c'est-à-dire qu'on faisait en sorte, comme c'est des caméras qui tournent, eh ben on va les envoyer à un autre endroit quand on sait qu'il se passe quelque chose à droite, on va vous l'envoyer à gauche. Et c'est de ça dont on parle. Et après, c'est inexploitable dans les procédures judiciaires. Donc là, déjà, on a deux gros business. On a la vidéosurveillance, les assurances, on est déjà pas mal. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un lobby pour, on va dire, tout ce qui concerne les violences physiques. C'est-à-dire que si demain, on imaginait quelqu'un qui, pour gagner de l'argent, avait besoin que nous, on compte et qu'on passe du temps sur les victimes d'agressions sexuelles, de viols, ou dans les manifestations ou autres, mais on n'en aurait plus. On aurait plein de flics pour travailler là-dessus.
Et on ne les a pas. On ne les a pas parce que de la politique des chiffres découle exactement comme il a été rappelé tout à l'heure, les effectifs, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un commissaire qui va dire « moi, j'ai besoin de, je sais pas, 10 policiers de plus sur ma commune. Donc, je vais envoyer le paquet sur le stupéfiant. S'il n'y a pas de point de deal, c'est pas grave, on va les créer. C'est-à-dire qu'on va prendre un mec tout seul qui a une barrette de shit sur lui, donc en gros, on parle de rien, et ça va devenir un point de deal. » Véridique, je peux le dire parce que j'ai pas été encore attaquée pour diffamation. Donc et ça c'est voilà, donc ça c'est du vécu. Non, je l'ai pas. Non, mais c'est raconté dans le bouquin. Conseil, on sait où c'est. Conseil magistral, on a aussi des camarades d'avocats, si tu veux. Hein, oui, c'est gentil. Donc, donc effectivement, on va inventer des points de deal et donc forcément, ça fait augmenter la délinquance sur la commune. Et donc, quand on augmente la délinquance, c'est comme ça qu'après, on va voir M. Darmanin et qu'on lui dit on a besoin d'effectifs en plus. Et c'est là que les syndicats, bon, ils sont partout, mais je vais les intégrer à cet endroit-là, précisément, parce que, alors, eux font de la cogestion depuis de très nombreuses années déjà. J'ai vu des petits papiers passer la FASP, alors du coup, je trouve ça cool. Oui, c'est vieux, mais c'est pas parce que c'est vieux que c'était pas bien. Et on l'a perdu. C'est terminé. Ça aussi, c'est pareil. Enfin, je veux dire, la FASP, vous oubliez, ça n'existe plus et ça ne peut plus exister depuis que Sarkozy. C'est quoi la FASP? Parce que moi, je suis pas vieux. Je suis désolé. Hein. Enfin, pas encore assez. Alors, j'ai plus les acronymes parce que je les ai pas retenus, mais la FASP, c'était un regroupement de tous les syndicats où il y avait plus de corporations, il y avait les commissaires, les officiers. Fédération autonome, syndicat de police. Voilà, merci, exactement. Et qui était effectivement, à l'époque, qui était un vrai contre-pouvoir et qui ne faisait pas de cogestion avec l'administration. Et c'est comme ça qu'ils obtenaient énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est de là aussi que les policiers tirent leur force. Et c'est un peu eux qui font, comme l'a rappelé Hugo au début, qui font la pluie et le beau temps, parce qu'effectivement, si M. Castaner a sauté, c'est bien évidemment grâce à nous. Grâce à nous. Non, oui. Non. Grâce aux syndicats. Et donc, le problème des syndicats aujourd'hui, c'est que comme ils font de la cogestion, ils sont partie intégrante de la mutation, les carrières, tout ce qu'on veut, mais aussi de qu'est-ce qu'on va faire des effectifs et de comment est-ce qu'on va les employer, d'où est-ce qu'on va les diriger, etc., etc. Et donc, forcément, on a les plus gros budgets. Mais pourquoi on a les plus gros budgets? Vous avez plus gros muscles. Non. Plus d'armes. Mais parce qu'il faut nous payer cher. Pourquoi il faut nous payer cher? Parce qu'après la police, il n'y a plus personne entre vous et le gouvernement. Parce que voilà, vous êtes le dernier rempart du gouvernement. Exactement. Non pas le dernier rempart du pays, des institutions, non, du gouvernement au sens très direct et immédiat. Donc on a d'un côté le discours qui dit oui, il faut faire du rapprochement police-population, mais que nini, en fait c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif c'est bien de mettre la police entre l'État français, le gouvernement et les citoyens. Donc en fait vous serez toujours face à nous. Bon, j'y ai encore nous parce que j'ai un peu du mal à... Je n'ai pas encore digéré le truc, mais... Et ça, le problème, et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, c'est parce que les policiers ne s'en rendent pas compte. Ça c'est important que vous le compreniez quand vous êtes dans les manifestations. En face, vous avez des personnes qui sont habituées à obéir, à ne pas forcément réfléchir et à aller plus loin que ce qu'on leur demande, parce que de toute façon, quand ils commencent à réfléchir, ils se font écraser. D'ailleurs, c'est déjà pas mal, merci Agnès, mais en plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi pas mal de départs de la police. C'est, il me semble, l'IGPN qui a pointé qu'il y avait une augmentation du nombre de démissions spontanées chez les policiers. Alors ça, c'est les bilans sociaux que M. Darmanin cache dans son bureau. Donc le dernier bilan social, il date de 2020. On avait déjà explosé les scores en termes de démission, effectivement. Mais ce que l'on ne veut pas que vous sachiez, et que les policiers sachent aussi, parce que souvent on se dit, je suis tout seul, je suis dans mon coin. Sauf qu'en réalité, c'est pas vrai. Les arrêts maladie, il y en a en masse, et pas seulement que pour... voilà, on va pas refaire l'histoire. Donc il y en a en dehors, et ça cache en fait d'ailleurs, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément d'arrêts maladie, il y a énormément de gens qui partent en disponibilité, qui démissionnent, et tous ceux dont on ne parle pas, qui une fois qu'ils sont en arrêt maladie, un peu trop longtemps, genre au bout d'un an et qu'on ne sait pas quoi en faire, on va les mettre en disponibilité pour raison de santé, demi-traitement, et là, il n'y a plus personne. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devenez vous être rayé complètement, on ne vous voit plus. Et ça, c'est la réalité. Et
Et c'est quelque chose qu'on ne... Et alors pour les JO, du coup, ça va être drôle parce que plus ça va aller, plus ils vont se mettre en arrêt maladie. C'est aussi leur force, forcément. Et pour les JO, eh ben, c'est pas grave, on ira chercher les agents de sécurité privés. Voilà. Donc ils sont pas plus ou moins formés que la police. Non, je déconne. Ils sont pas formés. Voilà. Ou alors, si... Ah non, ils nous ont sorti un truc, c'est la réserve opérationnelle. Et ça, c'est magnifique. Donc, réserve opérationnelle, tous les citoyens peuvent devenir des policiers. En 2 mois de formation, cliquez, c'est parti. Si seulement c'était 2 mois, madame. Ah non, c'est même pas 1 mois. Non, non, c'est d'abord 10 jours. 15 jours. C'est 10 jours et après quelques jours qui font bout à bout, mis un mois éventuellement à la fin. Mais c'est d'abord au bout de 10 jours, c'est bon, on peut déjà être envoyé sur le terrain. 10 jours avec arme à la ceinture, hein, arme à feu. Mais rassurez-vous, comme Darmanin a payé les flics sur la dernière réforme qu'il y a eu, donc bien avant la réforme de la DTPN, parce que celle-là, elle était dans les tuyaux, mais elle était quand même un peu mise cachée, avant la réforme des retraites, parce que c'est comme ça que M. Darmanin a payé les flics, et donc les syndicats, avec l'accord bien évidemment des syndicats, qui n'ont rien dit. Il a mis 1 million sur la table et comme ça il s'est dit c'est cool, on va faire passer tous les brigadiers, on va les faire passer brigadiers chefs, peu importe s'ils passent pas du V, s'ils sont pas compétents, rien à faire, on les fait passer. Et ils ont fait passer à peu près 3000 majors, donc dans les grades, major c'est celui qui est au-dessus dans le corps d'encadrement et d'application, donc des gardiens de la paix. On en a fait passer 3000 sur 2 ou 3 ans, je sais plus, enfin un truc genre du jamais vu. Mais c'est bien parce que du coup on va avoir plein de chefs. Et à un moment donné on se dit ok, mais chef de qui? Parce que s'il n'y a plus personne à la base, on fait quoi? Eh bien, la réserve opérationnelle. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait alors, effectivement, la départementalisation de la police nationale, celle-là, elle existait déjà, mais on rajoute le judiciaire. Et donc là, on termine complètement la boucle est bouclée, parce que c'était ça qui leur manquait. En réalité, la police judiciaire, jusqu'ici, elle était quand même encore, on va dire, dans une relation de confiance avec la magistrature. Ah ben non, ça va pas, parce que du coup, délinquance en col blanc, parce que c'est eux qui s'en occupent, hein. C'est pas nous dans les commissariats, la délinquance en col blanc, donc délinquance en col blanc et la pédocriminalité. Ce sont des offices centraux qui font partie de la police judiciaire qu'on va démanteler et on va refourguer tous les effectifs de la police judiciaire, 5000, on va les remettre dans les départements pour aller traiter des violences urbaines, pour aller traiter des cambriolages, et puis vous tous là qui êtes en manif. C'est ça qui est en train de se passer. Tant que je t'ai sous la main, Agnès, question, là je la fais direct, je la lis parce que voilà. Que conseillerez-vous d'un jeune qui rentre en école de police et qui voudrait être un bon policier humainement afin de ne pas se faire broyer par le système? Tu peux répondre, votez pour nous. Hein, alors, il faut faire du sport, il faut méditer. Il faut avoir, je pense, être bien soutenu autour, parce que quand on n'est pas soutenu autour de soi, c'est la dégringolade. Il faut avoir la foi, très important, je pense, avoir la foi. Je pourrais trouver d'autres choses, hein, mais là, je vois pas plus. Eh bien, en fait, il y a un truc, moi, qui m'a sauvée, c'est le fait de me dire que ce que je le faisais parce que c'était en adéquation avec mes valeurs. Et ça, c'est ce qui fait que j'arrive encore à peu près, en ce moment c'est un peu compliqué, mais à peu près à dormir le soir et à me réveiller le matin, à me regarder dans la glace, enfin tous ces trucs dont on parle là, qui font partie de l'estime de soi. Parce que le jour où on perd l'estime de soi, en fait, on perd tout et il n'y a plus personne derrière et on termine, comme on le sait, dans les suicides. Donc c'est pour ça que je dis la foi, c'est-à-dire la foi en ses valeurs, dans ce qu'on veut faire et dans le fait que de toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi et si on rayonne à l'endroit où l'on est, c'est les gens qui sont autour qui en profitent et c'est comme ça qu'on finit par contaminer en fait. Voilà, soyez des lumières. Et même si je sais que c'est un peu bisounours. Moi j'essaye de contaminer Gérald Darmanin comme un dingue. Je rayonne. Tu t'y prends mal. Mais pour l'instant ça prend pas. Je comprends. Déjà t'es un homme donc. Oui c'est ce que je peux. Hein. Il y avait autre chose que je voulais dire sur... Et après, on redonne la parole au parquet. Hein. Oui, vas-y, redonne la parole au parquet. Bon, alors, on a dit déjà beaucoup de choses. Moi, j'aimerais un peu que tu nous en dises plus, Sarah, sur... on a parlé de la politique du chiffre côté police, mais qu'est-ce que ça veut dire côté magistrature, la politique du chiffre? Ça n'existe pas, la politique du chiffre dans la magistrature? Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il y a une autre politique du chiffre au ministère de la Justice? Est-ce que c'est la continuité de celle du ministère de l'Intérieur?
Vous avez 5 heures. Non, c'est vrai qu'on se cache un peu derrière la politique du chiffre du ministère de l'Intérieur, mais tout ce que vient de dire Agnès, je vais arriver sur cette politique du chiffre, ça fait écho aussi chez nous d'une grande souffrance, on parle de souffrance éthique au travail, du fait qu'il y a des démissions de magistrats, ce qui se faisait quand même beaucoup moins avant, beaucoup de gens en arrêt, beaucoup de gens en dispo, beaucoup de gens en détachement ailleurs, et tout ça c'est en lien avec cette politique du chiffre, parce que oui, on en a une, chez nous on appelle plutôt ça la pression des statistiques, mais on est c'est beau, mais on est tout à fait dans cette logique de rentabilité, et c'est là aussi où il y a un problème au niveau de la politique pénale, c'est que au lieu de faire des choix de politique pénale qui seraient de dire voilà, quelles sont les atteintes importantes à notre pacte social, quelles sont les atteintes auxquelles on veut s'attaquer, contre quoi on veut lutter. Au lieu de ça, c'est tout azimut, tous les robinets sont ouverts, donc on traite tout, on donne des réponses pénales à tout. Ce qu'on attend de nous, c'est de donner des réponses pénales. Ce qu'on attend de nous, c'est de faire du jugement, c'est de sortir des dossiers. Et le tribunal, il va gagner des effectifs aussi s'il a des bonnes statistiques, etc. On est tout à fait dans une gestion des stocks, dans une gestion des flux. Et en fait, on oublie toutes les questions derrière de à quoi sert la justice, quelle est la place de la justice en démocratie. Quel est notre rôle dans tout ça? Et en fait, peut-être qu'on pourrait arrêter de condamner ou de mettre des amendes par ordonnance pénale, parce que surtout ce qu'on aime faire, c'est juger sans voir les gens, parce que ça va plus vite. Donc on a quand même maintenant beaucoup de décisions qui sont rendues sans audience, sans que les gens puissent s'exprimer. Mais ça rentre tout à fait dans cette logique de rentabilité-là, et c'est aussi ça ce qui cause cette souffrance que nous, on a au travail, qui est que notre travail n'a plus de sens. On n'est pas devenu magistrat pour être des machines enregistreuses, on n'est pas devenu magistrat pour faire du chiffre, et pourtant au quotidien c'est ce qu'on fait très clairement. Parce qu'il y a quand même un petit sujet de stock, de flux, sinon après les gens ils attendent leur jugement pendant des années et des années. Oui, alors après ça c'est le résultat d'années et de décennies bizarrement les politiques n'aiment pas trop la justice, on ne comprend pas pourquoi. Donc en fait ils savent très bien casser la justice. Ça fait pour le coup c'est quand même quels que soient les gouvernements, parfois il y a eu un peu plus de recrutement de magistrats. Mais non, mais attends, parce que tu dis ça, tu dis du mal des politiques, mais bon, je le prends pas pour moi, déjà premièrement, et deuxièmement quand même, Dupond-Moretti là, 7 milliards. Ouais. Non mais il vous a redonné 7 milliards là, 1500 magistrats. Et il vous crée des attachés de justice auprès de vous, pour avoir une véritable équipe autour du magistrat. Je le fais bien. Hein. Ouais, c'est flippant. Il le fait très bien. Mais comment ça se fait que vous vous plaignez encore là? Non, je comprends pas. Ouais. Du coup, je pense que monsieur le député qui a voté peut-être contre l'article 1 et le rapport annexé, je ne sais pas. Possible. Possible. Qui détaille les augmentations, qui détaillent aussi tout ce qui va aller à l'administration pénitentiaire pour construire des places de prison et pas pour faire de la bonne justice au quotidien, par exemple. Après, c'est vrai que le budget est plus haut que ce qu'il était avant. C'est vrai qu'on va recruter des magistrats. On va en recruter de manière insuffisante et surtout, on va recruter des magistrats qu'on va former plus vite. Alors, ce ne sera pas en 10 jours, heureusement, mais on va quand même les former en... on ne sait pas parce qu'il y a la commission mixte paritaire qui va arriver, on n'a pas l'état définitif du texte, mais en tout cas, on aura des magistrats potentiellement formés en 9 mois. Ils viendront magistrats, nous on a été formés en 2 ans et demi, et pour autant on a beaucoup de choses à apprendre en arrivant en juridiction. Voilà, donc on a quand même un sujet aussi on recrute vite et mal, parce qu'il faut atteindre cet objectif annoncé publiquement de 1500 magistrats, et puis on va nous mettre des attachés de justice, c'est-à-dire des gens qui vont nous aider à faire notre travail, mais ça veut dire que là aussi on va plus le faire correctement parce que c'est des gens qui n'ont pas les garanties d'indépendance que nous on a. Un petit peu, même si notre indépendance est parfois mise à mal, mais on en a quand même des garanties. Et donc des gens qui seront simplement des contractuels de la fonction publique, pour en tout cas une partie d'entre eux, c'est eux qui vont lire les dossiers, c'est eux qui vont lire les dossiers de divorce, c'est eux qui vont lire les dossiers aussi au pénal ou d'enfants placés, et c'est eux qui vont rédiger les décisions, et le magistrat il sera juste au-dessus en train de dire bah tiens, fais ci, fais ça. C'est un petit peu ça le modèle qu'ils veulent, et nous c'est le modèle contre lequel on se bat. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet. Non, on ne s'éloigne pas du tout du sujet. Moi, j'ai encore plein de questions, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la délinquance économique et financière. On est sur un sujet sur la police à l'épreuve de la démocratie. On voit bien que la démocratie, elle peut être aussi mise à mal, et parce que j'avais une question sur le sujet, évidemment,
d'un camarade corse sur la question des mafias, mais ça, pour moi, c'est pas propre à la Corse, même s'il y a un côté emblématique autour de la Corse. Mais on voit bien que l'effet de corruption commence à gagner du terrain. Il me semble que dans des organismes internationaux ont déclassé notre pays comme étant potentiellement un pays en voie d'être transformé en narco-État, certains diraient, comme un peu ce qui se passe en Belgique chez nos voisins qui ont fait une réforme similaire à la nôtre. C'est-à-dire la départementalisation de la police et de mettre tout le monde sous une même autorité. Et on voit bien qu'à la fin, alors, je vais un peu vite en besogne, mais c'est la tentative d'enlèvement du ministre de la Justice par la mafia locale, quoi. Donc, est-ce que la magistrature est consciente de ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire côté magistrature, autorité judiciaire, pour renforcer la démocratie? Parce que j'ai l'impression que les 1500 magistrats en plus, ils vont pas aller faire ça, là, lutter contre la délinquance économique et financière et tout ça. Ou je me trompe peut-être, hein. Non, mais en fait, si vous voulez, les 1500 magistrats en plus, c'est un peu on nous agite ça là sous le nez comme si ça venait résoudre quelque chose, mais on part de tellement loin. Et quand on se compare aux autres pays européens, le nombre de magistrats du siège et du parquet encore plus par habitant, le nôtre, il est ridicule. On est extrêmement mal classé par rapport aux autres pays européens. Donc en fait, ces 1500 magistrats, ça veut rien dire. Ils vont juste venir combler quelques postes vacants. Ce sera largement insuffisant. Donc effectivement, ça résout aucunement le problème. Et je voulais juste réagir à quelque chose, parce qu'il y avait une question et que tu en as parlé, Agnès, sur la question des faux procès-verbaux des policiers. Et juste parce que c'est vraiment quelque chose, quand on est magistrat et quand on doit juger des gens et qu'on veut le faire correctement, qui est une question très très problématique, qui est que si j'arrête de faire confiance complètement en la police et en ce qu'écrivent les policiers, je ne peux plus juger personne. Enfin, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est quand même une vraie problématique. On est complètement dépendant de ce qu'écrivent les policiers. Mais est-ce que en théorie, en droit, est-ce que le procès verbal du policier a plus de valeur qu'une autre partie au procès? Non, et c'est là où je voulais en venir et où on peut un peu lutter contre ça, mais encore faudrait-il qu'on ait le temps de juger les gens correctement. Le procès verbal en soi, même si on veut... Comment dire ? Tout le monde a un peu dans l'idée que le procès verbal pèse plus fort. De fait, il y a une hiérarchie dans la crédibilité. De fait, mais même inconsciemment. C'est-à-dire que entre le jeune interpellé en bas de son immeuble qui dit « mais non, mais il s'est trompé, c'était celui d'à côté » et le policier qui a écrit noir sur blanc qu'il a vu, qu'il le décrit précisément, que c'est la bonne tenue, etc., on va toujours accorder plus de crédibilité à ce que dit le policier. Mais en soi, c'est un problème. Disons que la manière qu'on a de lutter contre ça, c'est de ne jamais se satisfaire de juste un procès-verbal ou des procès-verbaux et de toujours aller chercher des éléments extérieurs avant de condamner quelqu'un. Mais en fait, c'est assez difficile parce que vu la pauvreté des procédures pénales, on prononcerait beaucoup de relax, peut-être qu'il faudrait le faire, mais de fait, nos collègues ne sont pas du tout... ne sont pas du tout aussi à se poser toutes ces questions-là au quotidien. Et le fait qu'on soit noyé sous la masse, en fait, c'est un peu la même chose que chez les policiers. On arrête de réfléchir, nous aussi. Parce qu'en fait, on a une masse à abattre, on a tant de dossiers tout l'après-midi, on sait qu'on va juger les derniers à 22h ou à 2h du mat, ou même cet été à Paris, à 6h du matin, on juge les derniers qui attendent depuis 13h30 ou depuis 14h. Donc en fait, si vous voulez, on fait de la masse et on ne réfléchit plus. Dans ce que disait Sarah aussi au début, le rapport entre le policier qui est OPJ et le magistrat, ils travaillent ensemble tout le temps. Alors au départ, effectivement, à un moment donné, j'ai noté dans ce qu'elle a dit, elle dit qu'effectivement ils travaillaient ensemble, etc. etc. Alors moi je suis complètement d'accord, ça va même jusqu'à la collusion. C'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, c'est-à-dire je ne parle pas forcément des magistrats, les substituts, procureurs, enfin voilà, tous ceux qui sont là, je vais aller dans le haut du panier. Le directeur territorial de la sécurité publique, aujourd'hui, qui va donc chapeauter tout le judiciaire avec la nouvelle réforme, tous les lundis, tous les vendredis, il est en réunion avec le préfet. Donc en réalité, ce n'est pas le DTSP qui décide, c'est le préfet. Mais il y a aussi les réunions parquet DTSP. Donc le procureur général, en fait, ils travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'au-delà de travailler ensemble, en fait, ils boivent leurs paroles. Comment est-ce que je fais si le directeur territorial de la sécurité publique, et ça on l'a déjà vu, c'est ce que je raconte aussi notamment dans une des histoires du livre, il y en a un qui porte plainte pour harcèlement contre son supérieur, donc contre le commissaire. Qu'est-ce que fait la procureure, parce que là, en l'occurrence, maintenant je peux le dire, procureure du 92, elle va aller demander au directeur territorial de la sécurité publique
un rapport administratif, on est en procédure judiciaire, hein, un rapport administratif sur le comportement de cet effectif-là, qui sera fait par le commissaire en question, qui est mis en cause dans les cas de harcèlement. Et la procureure va classer, du coup, sans suite, donc il n'y a pas d'enquête qui est faite, il y a un rapport administratif, et c'est classé, et on n'en parle plus. Donc, et c'est là où je parle de collusion, parce que... Ça permet de vider les stocks. C'est ça que tu vois pas, Agnès. Faut... Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de passer par la voie qui est pour nous plus indépendante, c'est-à-dire les magistrats du siège, juge d'instruction, porte-plainte, constitution de partie civile. Qu'est-ce que fait le juge d'instruction? La première chose qu'il fait, au lieu d'entendre le fonctionnaire de police, qui est donc là en l'occurrence censé être la victime, il demande une expertise psychiatrique. Parce qu'on va toujours passer par les expertises psychiatriques pour décrédibiliser la parole de celui qui dénonce. Et donc c'est pour ça que moi je vais sur le travailler ensemble, sur la manière de le faire, c'est ce qu'on appelle de la collusion. Et effectivement, je pense que... alors, je suis d'accord sur ce que disait Sarah, sur le fait de mettre le judiciaire sous entre guillemets, sous la responsabilité des magistrats. Mais pour moi, c'est pas suffisant, parce que comme les magistrats sont pas indépendants, on n'en reviendra pas à un système démocratique. Et donc, il me semblerait qu'à un moment donné, dans démocratie, il y a citoyen, et que si dans démocratie, il y a citoyen, c'est aussi à vous de vous impliquer là-dedans et potentiellement, alors je sais que c'est un peu à l'américaine et qu'on n'aime pas trop les États-Unis, mais le fait de d'élire, c'est-à-dire que ce soit les citoyens qui élisent les magistrats qui sont pour moi le dernier rempart en fait contre l'arbitraire et la dictature, si ça vient de nous, après vous savez quoi, on a la police et la magistrature qu'on mérite. À vous de voter comme il faut. Mais ça, on ne vous le... On n'est pas sûr d'avoir envie d'avoir la police à la magistrature qu'on mérite, mais... Si on vote, j'ai dit si on vote, à partir de ce moment-là. Je dis on n'est pas sûr non plus. Juste parce que du coup, ça c'est en lien avec ce que tu viens de dire, Agnès. Il y a une question qui dit « Confirmez-vous la thèse de Foucault et autres qui définissent la justice au service de la police ?» Donc ça revient à ça. Juste vous dire qu'il y a... on anime une revue délibérée et que le numéro 12 s'intitule « La police dans tous ses états » et qu'il y a un des articles justement qui parle de ça et oui, qui confirme un petit peu cette thèse-là que la justice dépend de la police et en fait, dans grand nombre de ses actions, quelque part, est au service de la police. Alors évidemment, c'est une thèse qui est... en tout cas, c'est une idée qui est hautement problématique puisqu'on est censé rendre nos décisions au nom du peuple français, mais voilà. Ouais. Donc, moi, je vais abonder dans cette direction parce que pour vous donner des exemples très concrets de la soumission de la magistrature à la police, ça peut commencer par des choses qui vous semblent, vous, anecdotiques. Vous entendez passer à la télé que le problème, quand il fait chaud, il fait beau, c'est non pas la chaleur, non, c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les rodéos motorisés dans nos quartiers. Alors, c'est vrai, j'avoue, c'est chiant. Là-dessus, je suis d'accord, c'est vrai. Mais là, vous avez Gérald Darmanin qui dit « Oui, c'est un gros problème, nous allons mettre un grand plan en place de lutte contre les rodéos motorisés et il y aura des points de contrôle un peu partout dans le pays. » Et bien, c'est ce qu'ils font. Sauf que la politique pénale, c'est-à-dire de savoir quelle infraction on va poursuivre, quelle est la priorité des infractions qu'on va poursuivre. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est censé être le garde des Sceaux, le ministre de la Justice qui l'a défini. Alors, qu'est-ce que vient faire Gérald Darmanin là-dedans ? On se le demande. Eh bien, juste cet exemple-là montre la soumission du ministère de la Justice. Il n'y a pas un Éric Dupond-Moretti qui va dire « Ah non, moi j'ai dit que la priorité, c'était pas ça. J'ai dit que la priorité, c'était la lutte contre la délinquance économique et financière. Et donc, je demande d'avoir tous les enquêteurs qui soient au service de cette lutte essentielle et que les rodéos motorisés, on verra plus tard. Et puis, d'abord, ils sont déjà poursuivis. Et puis, en plus, quand les policiers sont là, de toute façon, il n'y a plus de rodéos motorisés. Donc, c'est pas très malin non plus. J'ai en mémoire une scène à Mont-Saint-Barreul, sur ma circonscription, d'une descente de Gérald Darmanin pendant les élections législatives, justement sur un point sur les rodéos motorisés. C'était d'un calme olympien. Il est reparti, je vous jure, 15 minutes après, il y avait les moteurs qui vrombissaient dans tous les sens. Alors ça vous fait marrer, c'est pas très rigolo en fait pour les gens, y compris dans le quartier, parce que je vous dis, c'est vraiment pénible. Mais c'est ça vous montre en plus l'inefficacité de ce genre de choses. Mais c'est efficace dans une seule et unique direction. Pour BFM TV, CNews, LCI, TF1, pour faire le point presse à la télé et pour la rentabilité électorale sur une partie de l'électorat. Et c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté. Et c'est la même chose sur les points de deal.
Ça a été dénoncé par Agnès dans son propos sur comment on fabrique le fait qu'on montre mécaniquement une augmentation de la délinquance et comment il faut s'y attaquer, du coup mettre des moyens supplémentaires là-dessus, etc. Sachant qu'en plus, ces infractions, en général, c'est la police qui va les chercher elle-même. C'est-à-dire qu'elle, je sais pas, il y a des gens qui peuvent se plaindre du trafic de stupéfiants, mais ça reste pas du tout le mode classique de fonctionnement sur ce genre d'infraction. Et donc, et sur la délinquance économique et financière, je n'en parle même pas. Vu qu'il n'y a même pas vraiment, on ne sait même pas qui est vraiment lésé dans l'histoire, qui s'est vraiment fait voler. Du coup, enfin si à la fin on le sait, hein, c'est vous, nous, moi et l'État. Bon, mais je vais dire spontanément comme ça, il n'y a pas de victime qui vient se présenter en disant bonjour, il y a eu un détournement de fonds publics, quoi. Puisque les fonds publics ne sont pas des personnes qui vont déposer. Bon bref, vous avez compris. Et surtout que des fois il y a de la collusion, puisque ce sont des personnalités politiques, et on revient aux difficultés auxquelles on est confronté. C'est pourquoi il nous faut régler les problématiques dans chaque domaine qui ont été évoqués là. Et ça part pour la police dès le recrutement. J'ai une question sur le recrutement. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont pris à 6 ou 7 de moyenne ? Oui. Bah oui. Ben oui, parce que... Et pour les JO, ce sera 3. Oui, mais il faut dire qu'il n'y a pas d'épreuve de police au JO, sinon ils prendraient plus haut. Voilà, bref, sinon on n'aurait jamais de médaille. Donc, non mais bien sûr que c'est vrai. Et Gérald Darmanin, il l'a dit lui-même au Sénat, au mois de juillet. Alors il s'est pris une volée de bois vert par les corporations policières pendant l'été à ce moment-là, puisqu'il a dit, bah, écoutez, moi j'ai des petits jeunes, là ils débarquent, ils n'ont pas de diplôme, on les prend assez bas, ils font qu'un an d'école, c'est pas évident. C'est la première fois que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit la vérité. Il est pas bien celui-là. Il est fou. Et évidemment, ça fait mal dit comme ça. Et pareil, on a eu le même débat sur la question judiciaire pour valider le fait qu'il fallait une réforme de la départementalisation de la police et créer une filière investigation, une filière judiciaire entière, et qu'on puisse, par la police judiciaire dite PJ, la PJ au sens où vous l'entendez dans les séries télé, etc., qu'on puisse harnacher ceux qui font du petit judiciaire dans les commissariats à l'élite, ceux qui font le haut du spectre, comme on dit, la criminalité organisée, pour les tirer vers le haut. Lui-même était obligé de dire que, bah oui, il y avait un sujet. C'est que quand Alliance Police Nationale vous explique c'est pas normal, on interpelle des nuisibles et l'après-midi, séance tenante, ils sortent du tribunal libres. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y avait quoi dans le procès verbal ? Il n'y avait rien dans le procès verbal. Alors on est encore dans un état de droit, les magistrats ils font quoi ? Ils relâchent, c'est normal. C'est normal. Donc, et ils le savent bien qu'il y a des tas de procédures où il y a peut-être des gens qui ont vraiment fait des infractions, qui ne sont vraiment pas poursuivis parce qu'ils ne sont vraiment pas fichus de le faire dans le cadre de la procédure. Voilà, c'est la vérité. Et qu'il y a des procédures qui tombent pour ces raisons-là. Donc, il y a un sujet de formation, de recrutement, ensuite de formation. Passer à 2 ans, ça me semble être le minimum syndical. Et au Canada, c'est 3 ans. 3 ans avant que vous puissiez être sur le terrain. Donc, et on vous apprend tout un tas de choses. Et c'est normal parce que c'est un métier compliqué, policier. Vous êtes confronté à des tas de situations différentes. Et puis, une fois que vous êtes en fonction, ceux qui déconnent, il faut qu'on ait les moyens de traiter le problème. Problème individuel s'il est individuel, problème collectif s'il est collectif. Et il y a des problèmes collectifs. Hein. Les contrôles aux faciès, c'est un problème collectif. En plus d'être un problème individuel, qui se traduit par des comportements individuels. Mais là, on touche au cœur de l'IGPN, ça a été dit tout à l'heure. Il nous faut un organe indépendant de contrôle externe de la police. Bonne nouvelle, il existe déjà. Et de la gendarmerie. De la gendarmerie. Bonne nouvelle, il existe déjà. Ça s'appelle la Défenseure des droits et ses services. Attends, j'ai pas fini. Je veux donner un peu de courage aux gens qui nous écoutent. Oh, vous êtes désagréables. Donc, bonne nouvelle, ça existe. Mauvaise nouvelle, ils n'ont pas de moyens, déjà, premièrement. Hein, ils sont une vingtaine là, à leur section pour gérer ça. Et encore, je crois que en disant 20, je grossis un peu les chiffres. 17, on me dit dans l'oreillette, hein, qui me dit 17 ? Oui, ça doit être ça, enfin, ça doit être par là environ. Et alors que les mêmes effectifs au sein de l'IGPN et au sein de l'IGGN, chargés de faire les enquêtes individuelles sur les enquêteurs, vous avez plutôt entre 150 et 200 personnes. Et eux-mêmes ne sont pas assez nombreux. Enfin, je veux dire, bon, donc vous vous rendez compte de ce qu'il faudrait faire, ne serait-ce que. Et quand bien même ils arriveraient à faire des enquêtes et à trouver des choses qui sont problématiques au regard de la déontologie policière, souvenez-vous de l'épisode pendant les Gilets jaunes où le défenseur des droits était alors Jacques Toubon, avait pointé le fait qu'il y avait eu 36 enquêtes qui avaient été transmises au ministre de l'Intérieur pour demander des sanctions. Vous avez fait l'enquête, vous avez trouvé que c'était déconnant, qu'il y avait un problème et qu'il fallait prendre des sanctions. Combien de sanctions ont été prises par le ministère de l'Intérieur sur les 36 ? 0.
Voilà. Donc, donc il faut changer le rôle aussi du défenseur des droits et faire en sorte que ce ne soit plus l'IGPN qui soit en responsabilité pour répondre des actes individuels des agents, mais que ce soit bien un contrôle externe qui ait les moyens de mettre directement les sanctions avec un collège spécifique indépendant. Et loin de moi l'idée de mettre les gendarmes et les policiers à l'écart de cette institution. Il faudra qu'il y en ait dedans, mais qu'ils devront être minoritaires et pas du tout présents dans la formation de sanctions. C'est ce qu'ont fait les Anglais en fait. Et les Anglais ne sont toujours pas à la France insoumise. Voilà. Non, mais je veux dire quand même, parce que j'ai vu un philosophe qui réfléchit sur ces questions de police, sous pseudonyme d'ailleurs, qui s'appelle Paul Rocher, vous le connaissez peut-être, qui nous a un peu interpellé sur Twitter en disant « Ouais les gars, vous êtes sympas, mais une fois que vous avez fait votre réforme de l'IGPN comme en Angleterre, ça règle pas le problème, il y a toujours des contrôles aux faciès, etc. » Et il a raison. C'est tout un ensemble de prérogatives et de modifications qui sont à opérer. Donc, on est pour mettre en place le récépissé sur le contrôle d'identité. Et Paul Rocher me dirait, oui, vous êtes bien gentil, mais savoir en donnant un récépissé qu'on a bien été victime d'un contrôle au faciès, ça nous fait une belle jambe, parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle au faciès. Il a raison, encore une fois. Donc, on va tester aussi ce qu'avait réclamé Claire Hédon en arrivant, et elle s'était pris aussi une soufflante par la Macronie, c'était d'avoir des zones sans contrôle d'identité. Et il y a des pays où vous ne pouvez pas spontanément demander l'identité à quelqu'un, en fait. Il faut d'abord qu'il ait commis une infraction. Ça paraît être logique et le minimum. Mais c'est dans ce sens-là où il faut remettre les choses à l'endroit. Et les policiers, je pense que... pourquoi ils font bien souvent des contrôles aux faciès? Qu'est-ce qu'ils cherchent sur les contrôles aux faciès? Quelles sont les infractions les plus poursuivies par contrôle aux faciès, Madame Nodin? C'est sur réquisition du proc. Oui, mais quelles infractions on poursuit? Tony, on s'en fout des infractions. Il n'y en a pas forcément, on dit à ma gauche, bonne nouvelle. Moi, contrôle à la gare, vous vous mettez là, vous restez pendant une demi-heure et puis vous contrôlez tout le monde. Stupéfiants et les étrangers en situation irrégulière, principalement. Oui, ça, c'est les infractions qu'ils récupèrent. Oui. Mais au départ, c'est pas du tout celle-là qu'on constate. C'est pas non, on constate pas ça, mais c'est ça qu'on récupère et c'est ça qui permet de faire plein de bâtons. Stup et étrangers en situation irrégulière. Et vous arrivez à lier à la question du contrôle aux faciès assez rapidement, c'est pas trop compliqué. Donc on voit bien que si on change de politique, si on change tout de la cave au grenier, comme certains diraient, je ne dirais pas qui, je ne donnerai pas mes sources, on peut peut-être réussir à faire quelque chose. Recrutement, formation, le contrôle interne, les objectifs et donc la politique du chiffre. Il faut supprimer la politique du chiffre. Question, et après je vous repasse la parole à toutes les deux pour la conclusion, mais qui est de dire quand est-ce qu'a été inventée la politique du chiffre? Alors oui et non. Non, Sarko, il l'a généralisé avec il l'a généralisé, mais elle existait déjà. C'est déjà un truc qui est dans le fond de l'air qui s'appelle le New Public Management, qui a été appliqué à 100% des administrations publiques dans le pays, sous l'impulsion des libéraux américains, qui est de dire il faut chiffrer notre activité pour ensuite faire des économies, rationaliser, mutualiser, vous connaissez tout ça. Et effectivement, le point de bascule, on peut le dire, c'est Nicolas Sarkozy qui en a généralisé la politique. Et moi, ça me faisait marrer quand les socialistes avaient dit il n'y a plus de politique du chiffre. Et quand Darmanin, je lui ai dit oui, je pensais que la politique du chiffre avait disparu. Et il m'a dit non, elle n'a jamais disparu. Qui vous a dit ça? Il m'a dit ça dans l'hémicycle. Non, je savais, je connaissais la réponse, mais c'était juste pour l'effet, pour qu'ils le disent, tout simplement. Et effectivement, c'est vrai, il a dit encore une fois la vérité. Décidément, Gérald Darmanin nous étonnera toujours. Donc, oui, la politique du chiffre est tout le temps là et elle est assise sur des choses extrêmement concrètes et matérielles. Ça a été dit par Agnès. Votre carrière, votre prime de fin d'année, ce que vous allez avoir pour faire les cadeaux de Noël dans la famille, et puis votre confort, est-ce que vous allez pouvoir avoir vos week-ends parce que vous avez suffisamment de bâtons et que le chef a suffisamment de bâtons pour avoir lui-même sa prime. C'est ça concrètement auquel on doit s'affronter. Donc on connaît à chaêtre fois les problématiques précises, à nous d'avoir des propositions concrètes sur chacun de ces items et qu'elles fassent corps et qu'elles fassent sens. Et moi je pense, pour terminer là-dessus, on me dit mais ouais, mais si on fait ça, comment on va faire demain avec Alliance, SGP, Police FO? C'est impossible. Ils vont refuser, ils vont faire 5-9-2, ils vont être en arrêt maladie, ils vont refuser d'obéir. La police, c'est pas vraiment complètement un bloc. Il y a quand même des cultures professionnelles différentes. Ça vous a été dit sur les questions de police judiciaire. C'est le cas. Le fait qu'on ait été au cœur de la mobilisation aux côtés des policiers de la police judiciaire devant les tribunaux, ce qui était une première aux côtés des magistrats aussi. Ils en auront fait des trucs, les macronistes, des premières, en avant-première. La fusion police-justice devant vos tribunaux. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est des impératifs démocratiques. Et donc je sais qu'à la police judiciaire, nous avons des points d'appui pour appliquer ce qu'on est en train de vous raconter et qui seront volontaires pour le faire.
Et pour tous les autres, ils verront bien. L'objectif, c'est aussi d'améliorer le quotidien des agents, des policières et des policiers qui s'étaient fait se dire, finalement, avec eux, mon boulot est moins pénible. Voilà. Donc c'est ça aussi l'objectif politique qu'on s'assigne pour faire en sorte de changer la police de la cave au grenier. Et je ne vous dis pas que ça va être fait facilement, qu'il y a pas 2-3 virages difficiles, qu'il y a pas 2-3 problèmes, quelques manifestations d'Alliance Police et DGP Police et faux. Bien sûr qu'il y aura ça. Mais j'ai souvenir d'un Pierre Jox qui avait réglé ça tranquillou. Il avait pris les 100 premiers, là, radié. Alors pas comme toi, pas pour les mêmes raisons, évidemment. Mais ça avait permis de rappeler aux autres que d'abord, on leur avait demandé d'obéir avant de réfléchir. Là, pour le coup, ça nous servira ponctuellement pour la cause et pour la suite des événements. Mais donc on a, je crois, tous les ingrédients. Il faut qu'on ne désarme pas sur le sujet, pour reprendre des mots. Et vous avez vu que dans le sondage qui a été commandé par la France Insoumise, 2 questions ont été posées sur la question du retour à la police de proximité, qui est largement plébiscitée à plus de 90%. Moi-même, j'ai débloqué sur les chiffres. Je dis, ouais, dis donc... on va gagner à 90% les prochaines élections. Oh là là. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer, mais je me suis dit que c'était vraiment pas mal. Et il y avait même une question aussi sur la réforme de l'IGPN. Et pareil, on est sur des scores extrêmement élevés, plus de 75%, je crois, de mémoire. Et puis, il y a cette mobilisation qui sera faite le 23 septembre pour rappeler que l'état de droit, c'est important, que le racisme, on n'est pas d'accord, et qu'on est pour une police qu'on appelle républicaine, c'est-à-dire qui confirme les principes de la République. Alors je sais bien qu'elle s'appelle d'abord police nationale, c'était marqué sur un papier, mais enfin, et on connaît l'histoire qui va avec, mais enfin, le projet politique, c'est sur lui-là, puisqu'on a une nécessité, moi je crois en ça, et je m'arrête là, d'une police qui soit professionnelle et professionnalisée pour faire face à la difficulté que concerne ce métier et ses pratiques, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Moi je dirais même du pouvoir judiciaire, mais ça, il faudra faire une autre conférence. Agnès, tu voulais réagir, je vais trépigner. C'est ma contribution au débat. Alors tout ça, c'est... tout ce qu'il dit, c'est pour moi l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en réalité, notre problématique aujourd'hui, je pense qu'on l'a... on le sait pas, mais en fait, on l'a dépassé depuis un certain temps. Et notamment 2015, le Bataclan. Et derrière, on a fait une super loi antiterroriste dans lequel on a permis le fichage de masse. Qui dit fichage de masse, et alors après on en a rajouté, 2021, bam bam bam. Aujourd'hui, j'ai donc appris très récemment, et j'en suis tombée du placard parce que je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusque-là, mais je veux dire, tout est possible. C'est-à-dire qu'ils fichent aussi les policiers. Donc ça veut dire qu'on a des lois qui passent par le Parlement, qui vont servir à un objectif qui est très précis, qui est le fichage de masse. Pourquoi fichage de masse? C'est-à-dire qu'une fois qu'on met en place le fichage de masse, on n'était pas encore arrivé à ce moment-là aux objets tout connectés, à tout connecter, machin, etc., etc., etc. Donc en fait, si on met bout à bout tout ça, en gros, ça veut dire que on est en train de faire de vous des moutons. Il y en a beaucoup qui le sont déjà, qui n'en ont pas conscience. Vous participez également à ça, par les votes, par tout ce qu'on veut, etc., etc. Et l'aboutissement, je pense, de ça, alors si après on va crédit social à la chinoise, mais bon, pourquoi pas, je crois que vous êtes même d'accord avec ça, vous, par là-bas? Non? Ok, on a de la chance. Parce que, in fine, le contrôle, il passera encore une fois par la préservation des intérêts individuels. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour préserver mon intérêt individuel? Qu'est-ce que je vais accepter de subir pour préserver mon intérêt individuel? Et on est déjà dedans. C'est déjà là. Donc en fait, la PJJ, le tout ça, etc., bon ça va servir certaines personnes. Ça va être la délinquance en col blanc, ça va être les pédocriminels, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc ça, bien évidemment, on va les écarter. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne mettra jamais des effectifs là-dessus, parce qu'on ne veut pas savoir ce qui s'y passe, ou parce qu'on veut cacher ce qui s'y passe. Et de la même manière, si, grâce à des lois antiterroristes, on en vient à afficher des flics qui n'ont bien évidemment pas commis d'actes terroristes, ça, on est d'accord sur le sujet, mais qui ouvrent trop leur gueule, ça veut dire qu'après derrière, là, on n'est déjà plus en fait en démocratie. C'est simplement qu'on vous le cache. Voilà. Après ce constat un peu noir, Agnès,
Non, il y a des vrais problèmes démocratiques avec tout ce qui est en train de se passer. Et effectivement, si vous voulez avoir une vidéosurveillance algorithmique intelligente, il faut bien que ce soit sur une base de données de quelque chose. Voilà, donc il faut bien nourrir. Grâce aux JO. Ah oui, parce que c'est ça, hein. Les JO, c'est de l'expérimentation et après on généralise. On est d'accord. Faites gaffe parce que du coup, l'algorithme, il va apprendre à poursuivre les sportifs principalement. Hein, donc, à suite à capuche. Donc mettez des chaussures de ville. C'est très important. Tu voulais, vas-y. Juste, il y avait des nouvelles questions. Une question par rapport à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes dans la police et la justice. On est censé conclure, donc je ne vais pas développer cette question maintenant, mais c'est clair que les services spécialisés sur la question des violences intrafamiliales, sur la question des mœurs de manière générale, sont extrêmement sous-dotés en effectifs. C'est clair qu'il y a un déficit de formation dans la police et dans la justice. C'est clair que côté justice, on a beaucoup de progrès à faire sur les affaires pour lesquelles on est saisi parce qu'on considère toujours les viols comme des sous-crimes, que la réforme des cours criminelles départementales, donc pour les viols, il n'y aura plus de cours d'assises, enfin il n'y a déjà plus de cours d'assises pour les viols parce que c'est des sous-crimes. Bon voilà, ça soulève toutes ces questions-là, mais ça mériterait une conférence à part entière. Et il y avait une autre question par rapport aux gardes à vue qui n'avaient aucune légitimité, notamment les gardes à vue lors des manifestations. Et qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont été privées de leur liberté sans raison? C'est une excellente question. Et de manière très concrète, on pourrait envisager des procédures pour détention arbitraire, parce que c'est de la détention arbitraire. Mais alors là, ça va être un... Voilà. Il y a du boulot, encore plus que pour les violences policières, si on commence à vouloir s'attaquer à ça. Mais c'est un vrai sujet. Nous, ça veut dire s'attaquer à la police, quoi. Enfin, je veux dire, concrètement. Ça veut dire s'attaquer à la police, ça veut dire s'attaquer aux magistrats qui n'ont pas levé les gardes à vue en temps voulu. Ça veut dire de toute façon remettre en cause complètement le fait qu'on utilise des gardes à vue préventives, ce qui n'est pas prévu par la loi. Une garde à vue, c'est censé être un moyen d'enquête, c'est pas censé priver quelqu'un de sa liberté, alors que peut-être il aurait commis une infraction, mais en fait on n'en sait rien. Ça reviendrait à s'auto-incriminer de toute façon. En tout cas, c'est sûr que c'est pas pour demain, mais je trouve que c'est un bon moyen de soulever la question. Et nous, on l'a fait auprès de nos collègues. On a fait une sorte de contre-circulaire en réponse à la circulaire du garde des Sceaux pour justement appeler l'attention des collègues sur un certain nombre de points dont on a parlé aujourd'hui par rapport à la répression des manifestants et sur le fait que bizarrement la circulaire de notre ministre de la Justice ne parlait pas de comment il fallait s'occuper des violences policières. Donc nous, il y a une partie violence policière dans notre contre-circulaire et il y a une petite partie qui parle de ça parce qu'on essaye de semer des graines dans l'esprit de nos collègues. Et donc il y a une partie qui parle de ça, du fait qu'en fait ces gardes à vue préventives, c'est de la détention arbitraire, c'est une infraction. Et que nous, magistrats, on est quand même garant de la liberté individuelle et qu'on devrait se questionner là-dessus. Il y avait une question un peu similaire aussi quand dans un procès, on apprend qu'un policier finalement a menti, a fait un faux procès verbal et qu'on relaxe celui qui était mis en cause indûment par les policiers. Est-ce qu'il est lui-même poursuivi systématiquement? Non, on pourrait se saisir d'office, c'est un crime. Écriture faux en écriture publique, c'est criminel. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de policiers, je sais même pas si ça a déjà existé. Si, certainement en infraction connexe peut-être, mais oui, non, on ne s'en occupe pas. Et juste pour terminer, parce qu'au final on en a très peu parlé de ce qui s'est passé au mois de juillet, des déclarations de Vaux et surtout des réactions politiques, nous on a trouvé que l'heure était quand même extrêmement grave. Parce que les policiers font de manière très forte pression sur la justice. Enfin, le sujet, c'était quand même libérer notre camarade policier. Et il y avait quand même une cour d'appel saisie. Il y a quand même des magistrats qui devaient se prononcer. Et en fait, c'est complètement anormal que la justice doive prendre des décisions avec une telle pression, en sachant très bien que s'il le maintenait en détention provisoire, ça avait des conséquences importantes dans tout le pays. C'est une pression qui est scandaleuse. Ce qui est évidemment scandaleux et ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est que c'est une réelle remise en cause de l'état de droit, de l'égalité devant la loi, de demander un régime spécial pour les policiers. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais ce qui nous a effrayés peut-être, c'est les réactions politiques. C'est la fausse réaction du président et du garde des Sceaux.
Juste dire nul n'est au-dessus des lois et puis c'est tout. Et puis on ne désavoue surtout pas ce qu'a dit le directeur général de la police nationale, Darmanin qui le soutient. Et ça c'est vraiment effrayant parce qu'en fait la réponse aussi elle doit venir du champ politique. C'était le champ politique qui devait se saisir de ça. Alors il y a eu des réactions bien sûr du champ politique de l'opposition, mais on attendait quand même autre chose. Enfin on n'est pas naïf, hein, mais disons que dans un état de droit, on était en droit d'attendre autre chose de Macron, du garde des Sceaux, et c'est quand même très très inquiétant pour la suite. Merci Sarah. Et pour conclure, moi je pense que dans les mois à venir, il y aura une nouvelle loi, parce que quand Dupond-Moretti, pour terminer là-dessus, dit « nul n'est au-dessus des lois », il insinue aussi que si c'était dans la loi ce que réclament les policiers, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être mis en détention provisoire dans le cadre d'actes qu'ils ont commis dans le cadre de leur fonction, ils ne seraient pas au-dessus des lois, puisque ce serait la loi. Reste à savoir ce que penserait le Conseil constitutionnel d'une loi pareille. Et là, je vous avoue que normalement, c'est contraire à un paquet de choses. Normalement, il y avait un paquet de choses qui étaient contraires à un paquet de choses. Et pourtant... c'est passé quand même. Moi, je suis pas... Voilà, on mènera la bataille, on fera tout ce qu'on a à faire le moment venu. Mais il faut bien comprendre que la situation dans laquelle on se trouve, et beaucoup de questions tournaient autour de ça. Pourquoi l'État ne poursuit pas le syndicat Alliance pour son tract sur les nuisibles, etc. Mais pourquoi ? Vous connaissez la réponse, camarades, quand vous posez la question. Vous connaissez absolument directement et déjà la réponse. C'est qu'ils ont besoin d'eux, ils dépendent d'eux. On a commencé par là. Entre nous, le peuple, je vais dire ça comme ça de manière un peu pompeuse, et eux, le gouvernement qui mène une politique contre le peuple, la seule chose qu'il y a entre les deux, c'est l'outil de répression. Point. Et dans l'outil de répression, il y a la police, évidemment, mais il y a aussi la justice, évidemment, qui doit être la courroie de transmission. On a expliqué comment l'inertie, le fonctionnement faisait que c'était mécaniquement la courroie de transmission. Donc c'est contre ça, contre lequel on se bat politiquement, c'est à ça qu'on doit trouver des alternatives. C'est pourquoi il faut que, en bon militant politique que vous êtes, vous soyez les plus forts dans ce domaine, à bien comprendre les mécaniques pour les expliquer autour de vous. On ne peut pas bouder les sujets régaliens, les sujets de police et de justice en disant « ouais, mais l'important, c'est quand même le social ou les merguez, j'en sais rien. » Voilà, bon. Mais non, tous les sujets sont importants et doivent être traités à leur juste mesure. Et là, il en va de l'état de droit et de l'équilibre des pouvoirs et donc du caractère démocratique de notre régime. Donc c'est pourquoi il nous a semblé important de tenir ces conférences-là, que vous puissiez avoir tout ça. Évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Franchement, vous avez beaucoup trop posé et merci encore de les avoir fait remonter. Et j'essaierai de faire, comme chaque année, un live Twitch de débrief dans 2-3 semaines où on reprendra toutes les questions une à une et ça me prendra 3 heures et ce sera sympa. Et puis surtout, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises noir sur blanc. Ici, c'est peut-être pour vous donner l'appétit, le goût sur le sujet ou peut-être mise à jour. Il y a la revue délibérée, évidemment. Il y a le livre La police, la loi de l'omerta. Je vous invite à vous le procurer et à le lire. Il y a évidemment le rapport qui a été commis sur la police judiciaire avec la députée macroniste Marie Guévenoux. Je vous assure que ça vaut le coup de le lire et de le regarder si ça vous intéresse de creuser ces sujets-là. Beaucoup de choses y sont dites, y compris sur l'histoire de pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi parce qu'il y a une réforme en 1995 pour supprimer les enquêteurs et les inspecteurs de police. On n'est pas revenu jusque-là, mais en fait, ça, c'est un acte qui est fondateur dans les problèmes qu'on a aujourd'hui en 2023, etc., etc. Pour ceux qui suivent les conférences que je fais depuis plusieurs années ici, on y revient souvent et ça n'a jamais eu autant d'acuité qu'aujourd'hui. Donc voilà. Lisez, regardez les livrets thématiques, renseignez-vous. Continuez de suivre le syndicat de la magistrature, la FSU intérieure, et puis évidemment les députés insoumis à l'Assemblée nationale et ceux de la commission des lois qui, je le rappelle, sont évidemment les meilleurs. Merci.